Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau consacré à l'an 2 des transitions. Donc, la Télé-Tchad a initié une série de tables rondes. Ce soir, nous reviendrons une fois de plus sur le bilan politique de la première transition qui s'est achevée il y a quelques mois. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux personnalités politiques, non des moindres. Il s'agit du secrétaire général, deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, chargé de la communication, de la sensibilisation et de la mobilisation, porte-parole du parti, M. Jean-Bernard Padaré, mais aussi monsieur le docteur Nassara Jimsangar, président du parti Un Nouveau Jour. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Alors sur ce plateau, nous allons donc parler du bilan politique de la première transition jusqu'à nos jours. Alors, question sur le plan politique, comment vous portez le jugement, votre jugement, comment vous avez eu le bilan? Est-ce que positif ou négatif? Monsieur le Président. D'abord, permettez-moi de dire merci pour l'invitation, parce qu'il faut le reconnaître, c'est chose rare à l'ONAMA que des chefs de parti et surtout nous autres, qui sont reconnus comme étant de l'opposition, soyons invités sur votre plateau. Mais bon, moi j'ai eu cette exception-là quand même, voilà, d'être invité, ça c'est la 3e ou la 4e fois. Donc je pense que l'évolution est positive, ça il faut le reconnaître. Et le plaisir également de partager ce plateau avec mon frère, le maître Jean-Bernard Padaré. C'est une deuxième fois, je crois, qu'on partage aussi un plateau pour des débats avec lui. Le premier plateau a été très fructueux. J'apprécie son esprit d'ouverture. Et le second, ça sera la même chose. Je l'espère bien, je l'espère bien. Maintenant, pour revenir à la question posée, laissez-moi de saluer également les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Le bilan, vous voulez savoir s'il est positif, s'il est négatif. Je ne répondrai ni par oui, ni par non. Parce que... Vous répondrez comment? Oui, je dirais ce que je pense. Le bilan, parce que le bilan, il est mitigé. Il a donné une réponse à la Normande. Le bilan, il est mitigé. Il y a du bon, et du mauvais, mais plus de mauvais. Selon mes attentes personnelles, selon les attentes de mon parti, il y a plus de ratés. Parce que lorsque le maréchal, paix à son âme, est mort au combat, il y a eu des inquiétudes, de sérieuses inquiétudes, ça il faut le dire. Parce que déjà, moi, sur le plateau d'une télé de la place, quand il est allé pour une première fois au combat contre Boko Haram, la colère de Boma, il est revenu, je m'étais déjà insurgé pour dire qu'il n'est pas normal qu'un chef d'État, dans le contexte du Tchad, là, aille en guerre. Parce que si quelque chose lui arrive au combat, le pays risque de connaître un recul. Il peut y avoir des affrontements, il peut y avoir un recul démocratique, des tueries et autres. Donc, ce n'est pas normal. Et mon contradicteur de l'époque me disait non, mais c'est quelqu'un qui a fait la guerre depuis son enfance, rien ne lui arrivera et tout. Donc lorsque cet événement fatal et regrettable est arrivé, tout le peuple tchadien avait peur que d'ici là, quelque chose allait se passer. Beaucoup pensaient qu'on allait se retrouver dans une situation comme en 79, 82, avec des tendances, tout ça. Marché, hein. Voilà. Mais tout n'a pas marché. Oui. Oui. Mais ce qui a marché, c'est la stabilité. Oui. Ça, il faut reconnaître. Il n'y a pas eu d'affrontement. Que ce soit, il n'y a pas de milice, il n'y a pas au sein de l'armée d'affrontement et tout. Au contraire, on a vu que des rebelles ou des rébellions qui avaient existé avant, il y a eu des négociations et ces rébellions, beaucoup ont signé l'accord de paix à Doha. Ils sont rentrés. Ça, c'est positif. Même si on estime que ceux qu'on attendait par rapport à cet accord-là ne l'ont pas signé, ceux qui l'ont signé ne sont pas non plus les moindres. Et ça, mieux vaut peu que rien. Donc, il faut s'en contenter. Ça, c'est à mettre une fois de plus à l'actif de la transition. Donc, la stabilité. De deux, les négociations
Et de 3, la paix, elle est relative. De 3, on peut mentionner la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Même si nos attentes n'ont pas été prises en compte entièrement, c'est aussi une avancée. Tout ce qui est dialogue, pour moi, je suis preneur. Quelle que soit l'issue, même si l'avancée n'est pas à pas de galop, la petite avancée soit-elle est déjà à prendre. Donc ça aussi, c'est à mettre à l'actif donc de la transition. Oui, c'est 3 choses. Général, mais en dehors de cela... Oui, monsieur le secrétaire général du MPSU, comment vous voyez le bilan politique? Ben, je n'ai pas fini. Je n'ai parlé que des aspects positifs. Donc, je ne sais pas, je reviendrai alors. Oui, je reviendrai. On revient sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Je salue aussi l'occasion que vous nous offrez de débattre avec mon frère et ami, docteur Nasra. C'est un bon débatteur, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes avec sa conviction, ses convictions, j'allais dire. Et moi, j'apprécie cela. Il respecte votre opinion, mais il ne cède rien sur le fond. C'est ça, un véritable homme politique. C'est pas celui-là qui passe son temps à insulter, à inciter les uns contre les autres, mais il critique les actions, les actes qui sont posés. Je pense que si toute la classe politique pouvait s'inspirer de son cas, je pense qu'on élèverait le niveau de débat que nous organisons, ou bien que vous organisez. Cela dit, s'agissant du bilan de la transition, il faut se le dire. Moi, je pense que ce bilan, contrairement à ce que le docteur Nasra pense, est au-delà de nos espérances. Pourquoi? Il faut se resituer dans le contexte dans lequel la transition est intervenue. Et il l'a bien expliqué. Oui. Effectivement, pour moi, chaque fois que le maréchal va au front, c'est une source de frayeur, c'est une source de peur. Parce que, une anecdote, un jour je lui dis, mais monsieur, on était comme ça, je dis, monsieur le président, chaque nuit quand je m'endors, avant de m'endormir, je prie Dieu pour que rien ne vous arrive. Il dit pourquoi? Je dis non, parce que si quelque chose vous arrive, on sera pire que la Somalie. Il dit, mais comment tu es si pessimiste? Moi, je crois à l'unité nationale. Contrairement à ce que tu penses, les Tchadiens savent se réunir quand il s'agit de l'essentiel. Et ne crois pas que ma disparition ferait imploser notre pays. Je constate que finalement, il a eu raison, mais l'homme est ainsi fait. Il a choisi, parce qu'il a toujours souhaité. Il dit que je suis un combattant et je ne veux jamais aller comme réfugié quelque part. Il a choisi d'aller au front. Respectons donc ce choix-là. Malheureusement, cette fois-ci, ça lui a été fatal. Donc il fallait qu'on fasse jouer le jeu démocratique normal. Le président de l'Assemblée, que beaucoup décrient sa décision, eh bien moi je trouve qu'il a eu une décision courageuse. Il a fait le constat, il a vu la situation militaire et sécuritaire et il a décidé d'abdiquer. Il a abdiqué pour des raisons de sécurité, parce qu'il dit que le chef suprême des armées était au front. Il était blessé et ramené. Les rebelles sont là. Quand les militaires vont apprendre que leur chef est décédé et que c'est le pouvoir est civil, le temps de réajuster des choses, donner des instructions par-ci, par-là, ça risque d'être compliqué. Donc, il a opté pour faire appel aux militaires pour qu'ils s'assument. Et il y avait, disons-le, 2 objectifs qui étaient fixés aux militaires. Faire en sorte qu'il y ait la sécurité sur le plan au niveau des frontières du Tchad, qu'il y ait la sécurité de nos concitoyens. Aujourd'hui, moi je pense que ce plan-là, sur ce point, les choses ont été au moins à 90%. 100% pour ce qui concerne la sécurité de nos frontières, je peux dire peut-être moins. Mais là aussi, on ne peut pas en un an résoudre des problèmes qui existaient depuis des décennies. Les conflits intercommunautaires, il y en a partout. Il y en a partout. Donc on y reviendra certainement. Et l'autre mission qui était confiée au Conseil militaire de transition, l'organisation d'un dialogue national inclusif. Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Mieux,
au lieu de mettre seulement le CODNI, on a mis le CTS, qui a fait venir les politico-militaires, ceux qui avaient pris des armes contre le régime du maréchal. Ils ont fait le pari de la paix. C'est vrai, il y a des gens, pour des raisons qui peuvent se comprendre, hein. Vous prenez le leader de FAC, peut-être qu'il a, en réalité, même si on lui donnait tout, peut-être qu'il a eu peur de venir. Il voulait que toutes les conditions soient réunies, même si l'État garantissait sa sécurité, il se disait peut-être qu'il peut y avoir des réactions individuelles. Mais au lieu de l'exprimer de manière aussi claire, il a préféré ne pas signer. C'est son choix. Mais on ne peut pas arrêter la caravane qui avance. Donc, de ce point de vue, tous ceux qui étaient dehors, en dehors les activistes, quand même, il faut reconnaître, moi je dirais que ce résultat-là, moi j'étais l'un des plus pessimistes. Je me disais que alors là, on est en train d'aller au début, hein, qu'on va tout droit dans le mur. J'ai été agréablement surpris de constater que cette première phase, il faut qu'on se le dise, rien que sur ces objectifs, les choses ont été plutôt un succès. Maintenant, puisque le docteur n'a pas encore exposé ses réserves, j'attends qu'il les exprime et peut-être que il y a beaucoup de partis politiques estiment que c'est une réussite dans la première phase de la transition. Je sens que... Avec l'organisation du dialogue à Doha, le dialogue ici, toute l'organisation, c'est une réussite. Hein. Oui, bon, j'entends ce que vous dites. Ouais. Et je sens que... c'est une question, c'est pas moi qui dis. A des réserves pour attendre que je dise quelque chose avant de rebondir. Voilà. C'est son droit. Mais pour être honnête, lorsque les choses ont été remises à plat avec la disparition du maréchal, ouais, et que les militaires avaient pris le pouvoir, à mon avis, ces militaires-là, ils connaissent exactement la situation du pays. Comment le pays a évolué depuis, d'abord les indépendances jusqu'à nos jours, et depuis l'avènement du MPS au pouvoir, les 30 années passées. Ils savent exactement ce qui a gangréné le pays. Donc, à mon avis, Dieu sachant faire les choses, on ne va pas dire que c'est Dieu qui a fait mourir le président de la République, mais des événements qui arrivent, Dieu en est pour quelque chose, parce que nos vies sont entre ses mains. C'est lui qui peut décider de la fin d'une vie. Maintenant, lorsque cette transition a été ouverte, pour moi, ça devait être une période où chaque Tchadien, tous les Tchadiens du moins, devaient se voir comme à une croisée de chemin. On devait tous s'entendre autour d'un idéal, autour de l'essentiel, et donner une direction à notre pays, surtout en remettant à plat tout ce qui nous a opposés, tout ce qui nous a divisés, tout ce qui nous a empêchés de nous entendre, tout ce qui a été toujours à l'origine des rébellions, tout ce qui est corruption, concussion, des détournements. Et vous ne pensez pas que tout ça, c'est après le dialogue, la refondation? Non, mais on y arrivera. Mais après le dialogue, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'il y a une évolution? Parce que ça va évoluer. Non, mais ça va évoluer. Ça ne sera plus... Parce que la transition a une limite. Déjà. Donc, pour moi, la transition devait s'attaquer à ces mots-là. Parce que une transition n'a pas de compte à rendre. Quand c'est un président élu, il a un compte à rendre à ceux qui l'ont élu. Mais un président de la transition, il n'a de compte à rendre à personne, parce qu'il n'a pas d'électeurs pour l'instant. Et donc, il devait s'attaquer à la racine. Je vais citer, par exemple, le problème de l'armée, ou tout ce qui est force de défense et de sécurité de notre pays. C'est une institution ou un organe qui a toujours posé problème dans notre pays. Que ce soit dans sa composition ou par rapport à l'octroi des grades et autres. Ça a toujours posé de problèmes. Que vous voyez au temps de Ngarta, ce qui a posé problème, c'est l'armée. Au temps du Sénabré,
c'est l'armée. Et Au toujours, temps c'est d'Idriss l'armée. Déby, Oui, c'est c'est l'armée l'armée. parce que celui qui arrive à la tête du pouvoir essaye de s'entourer que par ses proches pour avoir la mainmise sur l'appareil de l'État. Donc pour moi, la transition devait tendre la main, faire cet effort-là pour expurger de l'armée tout ce qui a posé problème et créer réellement une armée nationale. Voilà, vous dites que la transition pour- devait tendre la main. Oui. Est-ce que vraiment la transition n'a pas tendu la main, monsieur le secrétaire général? Oui, non, ce que je veux dire, moi je comprends ce que le docteur Nasra dit. Mais tous ces problèmes-là ont été, et il était comme moi, participant au dialogue national inclusif, tous ces problèmes ont été discutés à l'occasion du dialogue national inclusif et souverain. À cette occasion, on a fait des diagnostics. Et de ces diagnostics, des solutions ont été proposées sous forme de résolutions immédiatement applicables ou, c'est-à-dire exécutables à court terme, à moyen et à long terme. Tout à fait. Et des recommandations. Mais il faut mettre un bémol par de- rapport à l'armée. Oui, je vais Par revenir. rapport à L'armée, l'armée, juste une parenthèse pour lui permettre de continuer. Par Oui. rapport à l'armée, au Denis, il n'y a pas eu un débat de fond sur l'armée. sur l'armée. Quand on voulait évoquer, pas du tout. Quand on voulait, moi personnellement, j'avais étiez dans la commission insisté. Oui, mais des travaux en commission, ça c'est autre chose. Oui. Mais pendant les plénières, qu'est-ce qu'on nous disait? Qu'il y a eu déjà des résolutions de Doha. Donc, ça concerne déjà l'armée. Donc, il ne fallait plus engager encore des débats, ça va nous prendre du temps, il faut appliquer les accords de Doha. C'est ce Là, qu'on vous nous êtes tous a dit. d'accord dans la salle. On n'a pas été d'accord Alors, du exactement. tout. On n'a pas du tout été Exactement, d'accord. exactement, Oui, justement. mais Il y a c'est eu fini. les accords de Doha. Tout ce que vous êtes en train d'évoquer, justement. En fait, il fallait prendre le temps de lire ces accords Je les ai de lus, Doha. oui. Et ce n'est pas, en fait, contrairement à Dr Nasra, ce n'est pas à la transition de régler le problème de l'armée. De l'armée. Dans cette phase, moi, personnellement, je pense que les résolutions qui ont été prises là, c'est un président démocratiquement élu. Au terme des 24 mois, un président élu qui va se mettre maintenant à la réforme, qui va s'atteler à la réforme. Et ce n'est pas en une année, ni en deux ans, pas en 3 ans. Il faut au moins 5 ans. 5 ans pour réformer de fond en comble notre armée. La réformer, c'est quoi? Ce n'est pas d'en chasser certains, mais de faire en sorte, comme il le dit, nous avons besoin vraiment, il y en a qui vont aller à la retraite, parce qu'il faut tenir compte. Il y a un document qui est assez important qui avait été adopté d'ailleurs au niveau du CNT, de façon à ce que pour assurer la retraite normale des militaires et autres. Donc, il faut qu'on tienne compte de cela et de faire en sorte que toutes les composantes de notre nation y soient représentées. Le problème de grade, mais puisqu'il faut faire avec ce qu'on a entre les mains. S'il y a des gens, et il faut reconnaître, là aussi, il faut que nos concitoyens essayent de voir la vérité en face. Il y a des gens qui se sont plus sacrifiés pour la défense de notre souveraineté, de notre territoire. Moi, je dis, la communauté qui est la mienne, c'est maintenant qu'elle commence à s'intéresser à l'armée. Mais vous demandez, ils viennent, l'intégration, je dis, mais est-ce que vous ne voulez pas vous faire recruter? Quand je ne veux plus qu'ils reviennent, vous ne voulez pas vous faire recruter dans l'armée? Non. Ils ne veulent pas. Alors, dans ce cas, on impose un quota forcé. Non, si vous dites dans toutes les communautés, pour que l'armée soit nationale, on dit toutes les communautés tchadiennes, on prend tel nom pour les fusionner. Mais s'il y a eu des communautés qui, je dis, c'est un exemple avant. Maintenant, les jeunes, effectivement, j'ai lu dans une annonce où l'armée recrute des gens qui ont le bac scientifique, bac D ou C. Et donc ça sera de recrutement, et il y aura des tests, il y a des gens qui... Bon, ça veut dire que notre armée, vous savez, c'est une machine. Hein. Non, la grande muette, c'est une machine, et sa réforme, elle doit répondre à beaucoup de conditions. Oui, je suis d'accord avec vous, mais juste un mot par rapport à l'armée, et puis passer à autre chose, parce que c'était le seul point que j'avais évoqué. Oui, allez-y. Par rapport à l'armée, on ne va pas dire aujourd'hui qu'il n'y a que 2 ou 3 ethnies au Tchad qui sont dans l'armée aujourd'hui. Ouais. Au moins, toutes les ethnies du Tchad se retrouvent dans l'armée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on voit concrètement? Vous voulez dire qu'ils sont gradés? Oui, chaque jour qui passe. Il y a 3 ou 4 jours. Oui.
il y a eu 6 ou 7 généraux qui ont été élevés au grade de généraux de corps d'armée. Et quand vous regardez la configuration, ça crée un peu de malaise. Pour être honnête, je pense que nous sommes Tchadiens. Et la situation du Tchad, là, ça nous préoccupe, nous tous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé des partis politiques. Il y en a qui sont dans la société civile pour dire ce qui est vrai, pour que ceux qui nous gouvernent puissent entendre et s'ils peuvent faire des efforts, qu'ils le fassent. Mais tel que ça se passe là aujourd'hui, que ce soit des nominations à tous les postes, dans l'armée, dans la gendarmerie, à la police et tout, quand vous regardez, c'est gênant. Quand on octroie des grades aux gens, quand vous regardez, c'est gênant. Et donc, ça crée un malaise. Et pour moi, cela fait le lit à des conflits qui peuvent arriver peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, ou même après nous, quand nos enfants vont arriver. Pourquoi aujourd'hui, partout dans le monde ou au Tchad, on parle de la vengeance, la vengeance? Moi, j'ai entendu des responsables politiques dans ce pays-là dire qu'au temps de Ngarta, il y avait eu telle chose. Donc si aujourd'hui il y a aussi telle chose, ne vous plaignez pas. Mais ça, moi je dis, c'est une honte à des responsables politiques, parce qu'on ne peut pas bâtir une politique, on ne peut pas construire une nation sur de la haine, sur la rancune, sur de la vengeance. Si l'autre avait mal géré et que moi aujourd'hui j'ai la chance d'arriver, que je puisse rompre cette chaîne-là en disant il avait mal fait, ça a causé tel problème, il faudrait que maintenant moi je fasse mieux. Mais quand on est... C'est un éternel recommencement, malheureusement. Oui, maintenant, pour passer à un autre point... Juste peut-être sur ce point de l'armée, parce que vous avez évoqué un sujet, le problème de grade, sans me faire passer pour le porte-parole de l'armée. Non, en fait, je pense que, bon, en tant que responsable politique, il faut qu'on ait une lecture un peu plus... avec un peu de recul, plus lucide de ces choses-là. Et si on ne sait pas, il faut se renseigner. Se renseigner, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien vous rapprocher du ministère de la Défense et demander, mais messieurs, pourquoi ceux qui sont passés du grade de général de division au grade de général de corps d'armée, pourquoi c'est des gens qui se retrouvent simplement dans une province ou une... En fait, nous, on voit, il y a des généraux qui ont été nommés, mais on ne peut pas prendre quelqu'un qui est général de brigade pour en faire directement général de corps d'armée. Donc il faut du général de brigade, il faut passer au général de division. Mais si, au moment où il faisait, je ne sais pas, au moment où ces nominations et ces grades-là étaient faits, est-ce qu'il y avait des gens issus d'autres communautés qui avaient ces grades-là, je ne sais pas. Mais avec les politico-militaires qui sont arrivés, alors quel est votre point de vue sur l'organisation de ces assises à Doha, monsieur le secrétaire général? Les assises à Doha, je disais qu'il y avait le CTS qui avait piloté. C'est vrai, ça a pris énormément de temps, mais ça a pris du temps pour effectivement un succès. Beaucoup commençaient à dire oui, mais ils sont en train de traîner en longueur. Oui, il y a un moment où le président du Conseil militaire de transition s'est dit, allez, on va faire le dialogue à telle période pour les presser un peu. Mais les gens ont pris le temps et c'était nécessaire. Et la preuve, et moi je croise les doigts, que vraiment ce calme, cette paix-là, qu'il y a à nos frontières, et bien que cela perdure. Et tous, je pense que au gouvernement, les politico-militaires, ils sont représentés au nombre de 4 au moins. Un gouvernement national, gouvernement d'union nationale de transition. Conseil national, et au niveau du Conseil national, ils sont au moins 45. Donc, tout le monde est impliqué dans la gestion de la chose publique. Moi, je pense que la réconciliation... pas totalement. La réconciliation est en cours. Et puisque le président de transition dit qu'il a toujours la main tendue, que ceux qui n'ont pas encore rejoint le bateau du moins de la réconciliation nationale s'en saisissent. Et surtout, il y a un geste quand même assez important qui a été posé par le président de transition, la grâce accordée
aux militants de on revient, FACT. oui. C'est quand même un geste assez important. C'est important, bien sûr. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Pour Tout à moi, fait, tout à fait. tout est mis en œuvre, en tout cas, pour notre camp. Et si les choses ne marchaient pas, contrairement à ce que les gens pensent, nous, on n'est pas un parti au pouvoir. On est sur le même pied d'égalité que vous. On est un parti. Bon, là encore, c'est Là, on discutable. revient, oui. Oui, Son point de vue par rapport, par rapport à non, Doha. vous, comment vous voyez personnellement Oui, l'organisation de ces assises à Doha? Oui. S'il faut parler de l'organisation, Et de ceux qui sont revenus, c'est un oui. échec. Maintenant, Pourquoi échec? la tenue de ce dialogue, c'est une bonne chose. Et les résultats? Parce que les résultats aussi, pour moi, je l'avais déjà dit, Oui. quand quelqu'un qui avait des armes décide de laisser tomber les armes et de revenir, c'est une bonne chose. Ça réduit le risque de guerre. C'est une notre bonne objectif. chose. Maintenant, s'il faut se résumer à l'organisation, qu'est-ce qu'on a observé? On a vu des gens qui étaient des rebelles il y a 10 ans, il y a 15 ans, qui ont abandonné la rébellion, qui ont vécu quelque part dans un pays africain ou en Europe, qui ont négocié, qui sont rentrés et qui sont montés dans le même avion que la délégation qui a quitté N'Djamena pour aller pour ce dialogue-là comme rebelles. Comme par magie, ils ont eu encore à nouveau le statut de rebelles pour aller négocier et rentrer comme rebelles pour se faire de la place, pour se tailler de la place au soleil. On ne va pas citer des noms. Mais que ce soit au CNT, que ce soit au gouvernement, à d'autres postes de responsabilité et tout, on a vu des Tchadiens qui étaient certes des rebelles, mais qui ont négocié, qui sont déjà rentrés, ils ont perdu le statut de rebelles. Maintenant, comme Doha s'ouvre, ils reprennent leur statut de rebelles pour aller là-bas négocier, et puis voilà, se tailler de la place. Aujourd'hui, cela, quand nous étions au Denis, qu'est-ce qu'on a observé? Mais ça a été comme un encensement de la rébellion. Il a dit, M. Padare, qu'il y en a 45 au CNT. Mais il y a des partis politiques légalement constitués qui ont milité pacifiquement, démocratiquement. Nous reviendrons tout à l'heure sur les partis politiques. Oui, mais c'est pour appuyer cela. Mais pendant le dialogue, tous ceux qui sont vus comme les plus importants dans la salle du débat, dans la salle du dialogue, c'était des rebelles. Comme si ceux qui ont contribué légalement en restant ici, en militant politiquement, là, ils ont fait un mauvais choix et que voilà. Et ce sont ces rebelles, ceux qui ont fait du mal à la République. C'est ceux-là qui se sont taillés. Mais aujourd'hui, ça donnait une idée à beaucoup de gens. S'il y a une occasion, beaucoup de gens vont aller en rébellion pour est-ce que, monsieur le secrétaire général, réellement, ce sont les ex-politico-militaires qui ont taillé la porte? Non. Les nombres sont là. Ils sont 45, oui, moins de 20. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Basé sur les statistiques. Les statistiques sont là. Non, mais je dis, oui. C'est un point de vue. Il faut relativiser cela. En fait, on ne peut pas dire que les rebelles ont eu plus de considération ou bien d'importance quand on prend en compte la première manche de la composition du CNT. Ils n'y étaient pas. Non. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas, ils étaient au nombre de combien, la première vague de la composition. Donc, il fallait, parce que, qu'on le veuille ou non, ils font partie du problème tchadien. Je dirais même le plus grand problème tchadien, c'est d'abord là. C'est là l'erreur. Et donc, attendez, je vais finir. Je vais finir. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont dit que l'ancien régime nous a exclus de la gestion de la chose publique. Il y a eu plein de récriminations. Bien évidemment, il y a eu des discussions. Pourquoi ceux qui sont rentrés? Ben, ça ne veut pas dire qu'ils ont pu exposer ce qu'ils avaient. Ils sont rentrés et parce qu'on leur a dit qu'il y aura une grande messe qui rassemblerait les politico-militaires. Et donc c'est à bon droit que ces gens-là puissent aller là-bas et se retrouver avec les autres, discuter, mettre ensemble leurs problèmes, en discuter et pour que le gouvernement apporte une solution. C'est ce qui fut fait. Vous savez très bien que quand ils ont négocié avec l'appui de la communauté internationale, il y a des engagements qui avaient été pris au niveau de Doha. Et que
on est venu, et quand ils sont venus, et quand ils ont amené, on a fait que, au niveau du dialogue, et ça aussi, c'est pour arriver au consensus, on a endossé. Parce qu'il fallait que cela soit endossé par le dialogue national inclusif. Oui. Mais pour moi, je pense que l'erreur. Oui, mais bon. Pourquoi j'ai dit que c'est une erreur? Pourquoi? Quand vous regardez toutes les négociations dans l'histoire du Tchad indépendant, avec des rebelles qu'il y a eu, mais les dialogues avec des rebelles ou les rébellions ont servi d'ascenseur social. Et c'est ce qui a été fait une fois de plus à Doha. Ça a été concrétisé au niveau du Denis. À la fin, lorsqu'on est sorti du Denis, beaucoup sont rentrés au gouvernement, beaucoup sont allés au CNT, beaucoup sont nommés à d'autres postes. Et les partis politiques de la place sont entrés. Les partis ont été exclus. Il faut être honnête pour le dire. Est-ce que les partis sont exclus? Non, ils sont exclus. Je comprends sa position sans la partager. Je dirais non. En fait, par le passé, et ce n'est pas pour jeter le caillou dans mon propre jardin, par le passé, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'avant le dialogue de Doha, le plus souvent, c'était des ralliements ou des redditions. C'est des ralliements et des redditions. Donc ça veut dire que, bon, vous venez à nos conditions. Point barre. C'est ce qui se faisait. Non, je parle de l'histoire du Tchad. Oui, d'accord, mais je parle de l'histoire du Tchad aussi. Les canaux 1, oui, canaux 1, mais bon, 3, mais vous savez, ça a été les canaux 1, canaux 2, machin. Il y a eu des ralliements. C'est des ralliements, c'est des échecs. Canaux 1, canaux 2, ça n'a rien donné. Gounte, après, bon, ben, il y a eu la guerre. Hein? Ça, c'est vous parlez des événements de 79, là. Canon 1, Canon 2, après, il faut mettre un gouvernement de transition. Finalement, X est ministre de la Défense. Non, après, bon, ben, ça se disloque. Non, cette fois-ci. Mais cette fois-ci, c'est différent quand même. Hein? Cette fois-ci, c'est différent de la transition. Attendez, que ce soit autant de Habré. Allez-y. Que ce soit autant de Habré. Toutes les négociations qui étaient faites, c'était des ralliements. C'est-à-dire que c'est quand, en face, les gens sont épuisés. On dit, mais alors vous ralliez à nos conditions. Eh bien, en contrepartie, on vous donne un strapontin. Et vous vous mettez là-dedans. Cette fois-ci, les politico-militaires ont dit non. Nous, on se constitue en bloc. On négocie dans un État. Et il faut le regard de la communauté internationale. On arrête les résolutions et on rentre quand on va rentrer lors du dialogue national, faites en sorte que ce qu'on a arrêté soit endossé par les participants au dialogue. On ne nous a pas forcé, on a accepté. Ceux qui ne voulaient pas du dialogue sont partis. Nous, on a dit, si la paix est à ce prix, eh bien, allons-y. Vous et moi, on a endossé cela. Et on a aussi accepté, puisque ça faisait partie des résolutions, qu'au niveau du CNT, on leur donnait 45 places, le complément du CNT. On a endossé cela. Au gouvernement, ils ont eu 4 places. Super. Maintenant, allons. Mais les 45 places, c'est les partis politiques dans la salle qui ont accepté, qui ont désigné. Non, vous faites partie, monsieur le président. On ne va pas refaire le déni ici. On ne va pas le refaire. Mais moi, je voudrais évoluer. Parce que j'avais évoqué juste le premier point et c'est ça qui nous prend tout le temps. L'autre point d'échec de la transition, lorsque le Conseil militaire de transition est arrivé au pouvoir, on pensait que les partis politiques, dans leur grand ensemble, allaient être remis sur le même pied. Mais malheureusement, on s'est toujours appuyé sur des élections qui sont passées où ces élus-là ont bénéficié des mandats que le peuple ne leur a pas donnés pour continuer les calculs pour des répartitions et jusqu'à l'heure où on est en train de parler. C'est ce qui se fait. Lorsque les gens doivent se réunir pour discuter, on doit désigner des représentants des partis politiques et tout, on repart en 2010, on repart en 2011, plus de 10 ans en arrière pour dire que tel avait eu, tel avait et tout, tel s'était présenté. Et ça a été aussi un malaise de cette transition-là. Et permettez-moi de dire à mon ami et frère, Maître Padare, vous avez dit tout à l'heure que le MPS est devenu comme un parti comme tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, le MPS se comporte comme un parti au pouvoir.
Je dirais même que Nous le sommes entrés, voilà. Laissez-moi aller au bout. Allez-y au bout de votre logique. Allez-y au bout de votre logique. Voilà. On va entrer dans les partis politiques tout à l'heure. Le président de la transition semble être même pris, il est noyauté. Parce qu'autour de lui, qui on voit, ses conseillers, qui on voit, les ministres, qui on voit, au niveau politique, par exemple au niveau du CNT, qui on voit, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, qui on voit. C'est l'MPS. C'est ce que vous voulez dire? Oui, je le dis à ma place. C'est ce que vous voulez dire? Vous le dites à ma place. Je dis dans l'absolu. Dans l'absolu, je peux comprendre, sans une fois encore partager, l'assertion de mon ami et frère qui dit que les partis politiques doivent être sur le même pied d'égalité. Mais on est tous des êtres humains, on n'a pas tous les mêmes poids. Lui, il n'a pas le poids que je suis, pourtant il est un être humain. Donc en fait, c'est peut-être caricatural. Il y a un adage qui dit les moutons se promènent ensemble. C'est pour dire, en fait, en réalité, en termes de représentativité, vous avez... Moi, j'ai le MPS dans votre village. Mais vous n'avez pas le nouveau jour dans mon village. Alors, on nous met sur le même pied d'égalité, ça peut aller? Non, ça ne peut pas aller. Très bien. Quand vous prenez, c'est-à-dire pour être objectif, la seule référence possible, c'est-à-dire soit on fait de l'arbitraire, ou bien on prend comme référence les dernières élections. Les dernières élections, on prend les élections législatives, ou bien on prend les élections communales. En fait, vous êtes en train de nous parler de la détermination de quotas que les gens ont eu au niveau de CODNI pour participer au dialogue national inclusif. Que ce soit au CODNI, que ce soit au CNT, que ce soit au gouvernement. Oui, non, au CNT, au début, dans la première composante, c'était la seule, c'est-à-dire la seule possibilité pour nous d'être inclusifs, de faire en sorte que tous les partis y soient représentés. On a dit les partis qui étaient représentés dans l'ancienne Assemblée nationale. Puisque l'Assemblée nationale était en cours quand... l'Assemblée n'était pas en cours. L'Assemblée a été, par une loi, prorogée son mandat. Docteur, vous êtes juriste. Vous êtes légaliste. Vous êtes légaliste et légaliste. Et c'est parce que justement, il y a une loi, dès l'instant où cette loi-là a été votée par des gens qui ont été élus, et c'est une possibilité qui était prévue dans la Constitution. Sur le dos du peuple? Non, c'est une... Nous allons évoluer, Monsieur le Président, nous allons évoluer compte tenu du temps. Compte tenu du temps imparti, on nous fait signe compte tenu du parti. Monsieur le Président. On doit rendre compte au peuple et se remettre à ce peuple-là, soit pour qu'il nous renouvelle un autre mandat, soit pour qu'il nous le refuse. Mais lorsqu'on le met de côté et puis on se retrouve entre nous, on dit bon, maintenant que nous sommes là, on va proroger notre mandat que le peuple a donné. Le peuple n'est plus avec nous là dedans. Merci, s'il vous plaît. Non, on doit avancer, s'il vous plaît. Ne faisons pas du byzantinisme. On doit avancer là. Il y a une question. On doit avancer, monsieur le secrétaire, s'il vous plaît, on doit avancer parce que compte tenu du temps, on doit avancer. Est-ce que réellement les partis politiques dont vous faites allusion ont contribué dans la marche de transition? Les partis politiques, une centaine. Dans les pays comme le Tchad, une centaine de partis politiques. Une centaine? Près de 300. Merci beaucoup. Il y en a 239 aujourd'hui. 239. Est-ce que réellement on contribue à la bonne marche de la transition? Vous, plus que ça. Bon, comme chaque jour, ça arrive. Oui, est-ce que réellement, en plus bref, est-ce que réellement vous contribuez à la bonne marche? Les partis contribuent. On ne va pas dire que tous les partis contribuent, mais les partis contribuent. Pourquoi je le dis? Lorsqu'il y a un débat politique, lorsqu'il y a l'expression politique, cela est positif que lorsqu'il y a l'expression armée. C'est ça que les gens oublient. On décrit en disant qu'il y a plus de... Oui, par moment, même moi, ça me gêne. Ça va vous gêner parce que pour certains, c'est un fonds de commerce. Partis politiques. Et certains partis politiques, comme on le dit, bon, voilà. Je ne rentre pas en profondeur. Mais... Il y a des mammouths, quoi. Non, mais mieux vaut avoir des gens qui s'organisent, même s'ils sont 10, ils sont 15, ils sont 20, même si c'est dans un quartier, même si c'est dans un village, qui s'organisent pour parler pacifiquement, que d'avoir 15, 20 personnes qui se retrouvent en brousse avec les armes à main, qui tuent nos chèvres, qui tuent nos parents.
et tout. Oui. Donc, si on veut museler les gens, si on veut refuser que les gens s'expriment politiquement, pacifiquement, le nombre de rébellions va continuer, ce nombre-là va continuer. Monsieur le secrétaire général du négatif. MPS, il y a un autre point que nous allons évoquer, beaucoup de sociétés civiles, et on constate que même les sociétés civiles deviennent partis politiques. Quelle est la contribution de toutes ces sociétés civiles dans le pays? Oui, non, je vais rebondir d'abord par, si vous me le permettez, par en plus bref. La réponse de... Oui, en plus bref. En fait, il y a un expert sénégalais, une anecdote qui était venu avec... qui était missionné par Conseil Paix et Sécurité lors de la première rencontre, au début de la transition, et dit est-ce que vous savez qu'au Sénégal, il n'y a pas de rébellion, pourquoi? On dit non, c'est pas. Il dit nous au Sénégal, on parle, et on est même réputé être les plus grands parleurs, les beaux parleurs. Donc les Tchadiens parlaient entre vous. En fait, c'est pour abonder dans le même sens que docteur Nasra dit. Il faut, quand l'espace politique est libéralisé et vivant autant pour moi, eh bien c'est là où il y a plus de production, plus de résultats. C'est vrai, on va s'égosiller, on va s'attaquer, il y en a qui parasitent, qui polluent par des injures, mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple constatera quels sont ceux des partis qui s'attaquent au fond de leurs problèmes, qui discutent réellement, quand bien même s'ils ne sont pas d'accord, mais qui discutent. Mais en fait, en discutant, eh bien, on trouvera un jour ou l'autre une solution. Mais si on se met là, sur votre plateau, à nous insulter, on ne se comprendra jamais. Pourtant, Dieu seul sait le fossé qu'il y a entre lui et moi sur le plan idéologique, mais il y a des points sur lesquels nous sommes condamnés à nous retrouver pour avancer. Alors donc, s'agissant de des sociétés civiles, vous voyez, moi, j'aime pas trop m'aventurer là-dessus, parce que moi-même, je suis issu de cette société civile. Moi j'étais le vice-président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, nous avons beaucoup bataillé. La société civile a son rôle. Mais sauf qu'il y a une certaine société civile qui se professionnalise, je veux dire, dans le domaine beaucoup plus politique. Nous sommes attaqués à l'époque au problème de fond, la liberté de la presse, c'est-à-dire qu'il fallait dépénaliser le délit de presse, il fallait autoriser les manifestations publiques et les autoriser comment, effectivement, c'était un idéal, mais on était incapable de nous organiser, c'est-à-dire pour canaliser. Mais enfin, progressivement, même si en notre temps on n'a pas obtenu, nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a foisonnement de la presse privée, il y a foisonnement de la société civile. Ça ne peut qu'être positif pour notre pays, pour peu qu'on les encadre. Non, mais je partage, ce que le ministre dit. Il faut continuer à libéraliser, laisser les gens, laisser la liberté aux gens. C'est ça le sens d'un pays de droit. Lorsqu'on dit un pays de droit, il faut reconnaître la liberté aux gens. Maintenant, on va les juger sur le terrain par rapport à leurs résultats. Il y en a qui vont mourir de leur belle mort. Il y a d'autres qui s'organisent bien, qui vont émerger. Donc, autorisons, permettons aux gens de s'organiser. Ceux qui meurent, d'autres qui avancent, qu'ils avancent, et ça va aider à l'essor national. Il a cité l'exemple du Sénégal, mais chez nos voisins à côté, le Cameroun. Mais les gens, ils sont habitués. Quand vous voyez deux Camerounais discuter entre eux, vous allez croire qu'ils vont se boxer dans les minutes qui suivent, mais ils ne vont jamais en venir à la main. Et ça, c'est positif. Il faut qu'on ait cette culture en plus bref, de débat. Temps imparti à cette émission, quel est votre dernier message, monsieur le secrétaire général? Mais là, vous me surprenez déjà avec... Oui, déjà, le temps. Votre dernier message. Écoutez, notre dernier message, par rapport à la transition, nous disons qu'il faut qu'on fasse tout de façon à ce que les 24 mois, qu'on soit dans les clous, c'est-à-dire qu'on ne déborde pas. Et qu'il faut qu'on mette réellement en œuvre les chronogrammes, les choses qui ont été arrêtées, parce que le peuple ne comprendrait pas
Merci. Et ça Dr. serait Massara, difficile oui. de justifier cela. Moi, je ne m'attendais pas déjà à un mot de fin parce qu'il y avait les événements du 20 octobre que je voulais on aura évoquer l'occasion. comme un échec, Pour en parler. l'exclusion des fédéralistes de tout ce qui est On aura sphère de l'occasion pour en l'État parler. que je voulais évoquer Oui, également. on va évoquer avec oui, vous. parce que c'est des résolutions venir, du ça va DENIS. venir. Et aujourd'hui, au sortir du DENIS, on fait tout pour mettre de côté tout un pan de la population, aura ceux qui d'autres prennent l'État tables rondes, unitaire. on va On y reviendra. on va Donc, parler. moi, maintenant, le mot de fin, c'est d'abord pour saluer, saluer une fois de plus encore ce débat qu'on a eu avec Monsieur le ministre, mon frère Padare, et dire à la jeunesse que ce pays est à nous tous. Ça n'appartient à personne. Il faut continuer à se battre, mais à se battre pacifiquement. Parce que lorsqu'on regarde, on lit un peu sur les réseaux sociaux et autres, il y a cette velléité guerrière-là dans les esprits. C'est comme si les gens sont prêts à s'affronter, en venir à la main, parce qu'ils pensent que leur malheur se trouve dans l'autre camp. Je ne sais pas ces camps-là sont dessinés comment, je ne sais pas. Mais je pense que si on s'approche l'un de l'autre, on se dit des vérités dans la paix et tout, et que dans la tranquillité, oui. et que ce qu'on dit est entendu de ceux qui nous gouvernent. Et c'est là aussi le plus important, que ceux qui gouvernent entendent le cri du peuple. Beaucoup, mais si on n'entend pas, c'est là où il y aura violence. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Nous aurons l'occasion pour parler de tous les sujets qui vous touchent à cœur. Merci. Allez, excellente soirée à tous. Merci beaucoup.